à Vostra. Bonjour, j'espère que vous passez un bel été. C'est la pause estivale également pour Mediarama. J'en profite pour vous faire découvrir ou redécouvrir un épisode sélectionné pour vous. Cette semaine, partons à la rencontre de La Disparition, un média très original, épistolaire, écrit donc sous forme de lettres qu'on le reçoit par la poste et qui s'attache à raconter les grandes disparitions dans le monde d'objets, de concepts, de sujets variés. Place à l'épisode avec François de Monesse, un de ses cofondateurs. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui François de Monesse, cofondateur du média La Disparition. François, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation et un petit coucou à Marine Doux qui nous avait mis en relation, qui m'avait suggéré de faire un épisode sur la disparition. C'est chose faite. On la salue. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas La Disparition, c'est un média original et singulier. D'abord parce qu'il est épistolaire, donc il y en a pas beaucoup. Tu nous en diras peut-être un peu plus. Tu as dû regarder un petit peu ce qui se faisait. C'est-à-dire que c'est une correspondance par lettres, littéralement des lettres qu'on reçoit toutes les 2 semaines en tant qu'abonné. On reçoit donc cette lettre sur un élément de notre monde qui a disparu, d'où le nom La Disparition. Est-ce que c'est bien ça? C'est comme ça que tu le présentes? Oui, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que effectivement, on envoie tous les 15 jours des lettres qui racontent pas seulement des choses qui ont disparu, mais aussi des choses qui sont en train de disparaître ou qui pourraient disparaître dans les mois, années à venir. Et on interroge du coup cette notion voilà, de disparition à travers ce format qui est un peu original, qui est l'épistolaire et la lettre. Exactement. Alors comment forcément c'est original, je le disais, comment vous est venue l'idée de ce média? Alors ce média, il est né un peu en 2 temps. Il est né donc avec la cofondatrice de La Disparition, Annabelle Perrin. On était à l'école de journalisme à Toulouse ensemble, et avec des copains, on cherchait un petit peu une idée, voilà, de médias à créer, soit durant nos études, soit juste après la fin de nos études. Et on avait pensé à créer un média qui s'appellerait La France 100. Donc c'était un nom provisoire, mais l'idée c'était d'imaginer. Et t'es déjà là, quoi. Ouais, l'idée c'était d'imaginer ce que serait la France si elle se trouvait amputée ou privée de quelque chose qu'on pense immuable. La France sans prison, la France sans hôpital public, la France sans forêt, la France sans république. Et puis il y avait quand même un petit problème de faire du journalisme tout en étant dans la prospective complète et en imaginant des choses comme ça. C'était complètement bancal, ça marchait pas vraiment, mais enfin. Ouais, tu pars très vite sur la fiction, en fait. Hein. Voilà, ouais, on partait sur la fiction, mais c'était pas notre volonté. On voulait quand même garder ce côté journalistique. Et donc on avait un petit peu mis tout ça de côté. À la sortie de l'école de journalisme, on a pigé pour différents médias, et puis en fait on s'est vite retrouvé confiné. Et donc plus de pige, parce qu'on pigeait principalement à Montpellier pour un petit média qui s'appelait Le Doc, qui est un média d'investigation qui n'existe plus aujourd'hui, mais nous on habitait à Toulouse, donc c'était très compliqué de pouvoir continuer à piger, et on s'est remis un petit peu au boulot concernant l'idée de créer un média. On a repris un petit peu cette idée de la France 100, on s'est dit comment l'améliorer. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que, au lieu de raconter des choses qui pourraient disparaître, on n'avait qu'à raconter des choses qui disparaissent déjà, ou des choses qui ont disparu, ou des choses qui sont en train de disparaître. Et voilà comment on a créé La Disparition. Et tout ça a été renforcé, en plus de ça, par durant le confinement, l'attestation de déplacement, qui en fait nous a privés de la faculté de notre liberté de nous déplacer librement où on veut, quand on veut. Et bon, c'était évidemment un moment très particulier de l'histoire française, et en tout cas moderne. Euh, mais, euh, mais on s'est dit, c'est quand même étonnant de voir qu'on peut nous enlever comme ça, qu'un gouvernement, qu'un pouvoir en place peut
faire disparaître quelque chose qu'on pense gravé dans la roche et immuable, comme le droit de se déplacer librement. C'est clair. Et tout ça a nourri cette idée de disparition, tout ça, et on s'est dit, mais voilà, c'est ça, en fait, des choses qui disparaissent, il y en a partout autour de nous, évidemment, on pense à la biodiversité, aux services publics, et puis on faisait cette liste, et voilà, et donc ce thème-là, on l'a trouvé assez englobant, et on a trouvé que c'était une façon et un prisme de voir notre monde, pas tellement sur le thème c'était mieux avant ou un truc un peu réac comme ça qu'on n'aime pas trop, mais beaucoup plus pour essayer de dresser un inventaire de ce qui disparaît pour essayer juste tu vois, d'envisager le monde qui se prépare, quoi. Ouais, on développera justement un peu sur la ligne éditoriale dans quelques instants. Je poursuis un petit peu sur la carte d'identité, toujours sur l'idée. L'autre pendant du projet, c'est évidemment ce format d'une lettre, cette notion de correspondance. C'est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait ces dernières années dans les médias. C'était quoi? C'était pour sortir du lot. Ça vous tenait à cœur? Il y a une raison particulière d'être parti sur ce médium? Il y a plusieurs raisons. Alors, au départ, on n'avait pas eu cette idée. Au départ, un peu comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens qui ont pas trop d'argent pour se lancer, on s'était dit, bah, on va essayer de faire un site internet. Et puis, honnêtement, faire un site internet qui parle de disparition, enfin voilà, qui serait payant. On s'est dit, bon, il y a peu de gens qui vont aller, qui vont aller payer un abonnement pour entendre parler d'histoires comme celle-là, et d'autant que parler de disparition à l'heure où la presse papier disparaît petit à petit, et le faire sur Internet, on trouvait quand même qu'il y avait quelque chose d'assez antinomique, voire, voire assez étrange. Singulier. Ouais. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse absolument une revue, enfin en tout cas du papier. La revue c'était trop cher, on connaissait pas vraiment les circuits de distribution, savoir comment tout ça fonctionnait. Nous, on sortait un peu de l'école, hein, donc on n'était pas rodé à tout ça. Et donc, on cherchait une forme papier qui coûte pas trop cher et qui soit originale. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui finalement disparaît le plus dans nos vies? C'est bien les lettres, la correspondance privée que l'on reçoit. Moi, je suis né en 1990, je l'ai un peu connu, les cartes postales et quelques lettres quand on était jeune, mais déjà, c'est quelque chose que je retrouve plus dans ma boîte aux lettres depuis de nombreuses années. Et on s'est dit, bah voilà un moyen de distribution original, voilà une façon de trouver autre chose dans la boîte aux lettres que des factures ou des pubs. Donc on s'est dit qu'il y avait cet espace-là qui était assez chouette, qui mêlait à la fois le papier, l'idée de disparition et des contraintes économiques importantes. Très clair. Et voilà, beau pied de nez. Et puis voilà, une espèce de logique en plus avec l'idée. Donc tout est assez cohérent. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre organisation, combien vous êtes, combien vous avez d'abonnés aussi peut-être depuis le temps que vous Ouais. existez? Alors ouais, on s'est lancé donc il y a un peu plus d'un an. Enfin, nos lettres papier se sont lancées il y a un peu plus d'un an. Les premières sont arrivées en février donc 2022. Avant ça, on avait lancé la newsletter, mais on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, qui nous a permis de nous lancer correctement. Dans cette aventure, on est deux. On est principalement deux avec Annabelle Perrin, qui est la cofondatrice du média. On fait quasiment tout à deux. Depuis peu, nous travaillons avec un correcteur qui s'appelle Ferdinand Casalis, qui nous aide dans la correction des lettres, dans l'édition des lettres. Et puis c'est à peu près tout. On a eu une stagiaire aussi pendant l'été dernier qui a écrit une lettre qu'on aime beaucoup qui s'appelle La disparition de la honte et qui parle d'avortement. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est un petit média. Et alors, pour parler d'abonnement, on oscille entre 800 et 1000 abonnés en fonction des périodes de réabonnement, etc. C'est vrai que quand on mène des petites campagnes de réabonnement avec des promos, bon ben, on acquiert pas mal d'abonnés qui soit s'abonnent au mois de façon indéterminée, un abonnement sans engagement finalement qui peuvent arrêter quand ils veulent, soit s'abonnent pour 6 mois ou un an.
Et donc, à ces échéances-là, évidemment, au bout d'un an, on perd parfois des abonnés qu'il faut aller rechercher. Donc voilà, on oscille entre ces deux. Ces deux chiffres-là. Et vous gérez donc l'acquisition, le marketing, le churn, tout ça, c'est vous qui le gérez, de nouveaux métiers, c'est parce que Alors, c'est du taf aussi, hein. ouais, c'est beaucoup de taf. Alors au départ, on s'est fait beaucoup aider par le studio Médiane dont on parlait de Marine tout à l'heure, qui nous a grandement assisté sur tout ce qui était pour déjà comprendre toutes ces Toutes ces logiques. Oui, oui, toutes ces notions-là, toutes ces logiques-là, marketing, commercial, etc., qu'on maîtrisait pas vraiment et qu'on maîtrise pas encore totalement, mais qui nous ont aidés là-dessus, qui nous ont aidés à nous lancer, qui ont aidé sur les campagnes voilà, d'acquisition, de relance, etc. Et aujourd'hui, on est plus autonome. À l'occasion, on refait appel à Médiane pour refaire des points, voilà un petit peu des points d'étape pour savoir où on en est et ce qu'on va faire dans les prochains mois. Mais Mais là, vous avez pris votre envol, quoi. ouais, on est autonome. L'abonnement, c'est le seul moyen de monétisation aujourd'hui dans votre modèle économique? Ouais, alors c'est le seul moyen. On refuse la publicité pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce qu'on veut être totalement libre de pouvoir parler de ce qu'on veut. Mais en plus de ça, pour la lettre papier, si c'est pour remettre des prospectus dans une enveloppe, alors que justement on essaye de lutter contre ça, ça aurait pas de sens. Quant à nos newsletters, elles sont gratuites et on veut pas en faire une sorte de bannière ambulante. Donc voilà. Uniquement l'abonnement ou l'achat à l'acte. On peut acheter des lettres à l'unité. Ouais, on peut acheter des lettres à l'unité, les lettres déjà parues, qui sont en vente à l'unité. Et parfois, pour Noël ou enfin pour les fêtes ou pour diverses occasions, on fait des petits packs du genre 3 lettres pour découvrir la disparition. Ok, écoute, très clair sur le modèle économique. Sur l'édito, tu commençais un petit peu à nous lister quelques thèmes parce qu'effectivement la notion de disparition, elle est au sens large. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes et est-ce que tu peux citer un peu des thèmes récurrents? Alors justement, tu parlais des packs de lettres. Est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes que vous abordez régulièrement qui pourraient constituer presque des dossiers avec ces lettres? On aimerait bien. Pour le moment, on n'a pas la matière suffisante, disons, pour pouvoir faire émerger des sortes de packs ou de grands axes qui dirigeraient la ligne éditoriale de la disparition. Ce qu'on a essayé de faire, là, on a fait une soirée pour notre premier anniversaire à Paris, à l'occasion de laquelle on a fait rédiger des lettres spécialement pour la soirée, des lettres qui reprenaient 4 thématiques qu'on espère mettre plus en avant dans la deuxième année de la disparition. Ces thématiques, ce sont le genre, technologie, les violences policières et évidemment tout ce qui touche à la question migratoire, etc. Donc tout ça, on essaye de le mettre en place. C'est un peu difficile parce qu'on est dépendant quand même des sujets qu'on nous propose. On nous propose pas mal de choses, donc on a quand même, on peut quand même orienter et on sait qu'il y a des choses qu'on aimerait plus faire, notamment beaucoup plus parler de services publics, ce qui est qui nous intéresse beaucoup, mais qui sont des lettres pour la disparition qui sont difficiles à écrire parce que rendre ça vivant, rendre ça donner ce côté lettre, ce côté épistolaire qu'on souhaite donner à nos textes en parlant de service public, c'est un peu parfois compliqué. Là, on a une lettre super qui arrive sur la disparition d'un service de psychiatrie qui est signé Erwan Manak, qui est vraiment une très belle lettre et surtout qui est une lettre très écrite, donc qui fonctionne très bien pour la disparition. C'est une lettre qui arrivera d'ici un mois et demi chez nos lecteurs, nos lectrices. Ensuite, bah, des grands thèmes qu'on a traités, disons qu'on s'interdit de traiter de rien. On a traité à la fois de la disparition des arbres à Lagos, au Nigeria, de la disparition d'une tour dans les quartiers nord de Marseille, de la disparition de, du cache des espèces dans une ville d'Angleterre qui s'appelle Burslem. On a traité aussi de la disparition de l'opération Barkhane au Mali.
on a traité de la disparition de la grève chez les dockers de Dunkerque. Enfin voilà, la disparition même de la fermeté de mes fesses, qui était une lettre plus Plus légère. non, je dirais pas légère. Elle était pas légère, mais elle était plus littéraire peut-être, plus voilà, plus écrite encore que sont les autres. Mais sinon, non, il y a pas vraiment de thématique. La seule chose que nous on exige, c'est qu'en fait, ces disparitions ne soient pas simplement des prétextes ou des choses purement personnelles. Voilà, on veut que ces disparitions racontent quelque chose de notre monde et donc qu'elles aient une résonance finalement politique. Parce que le but dans tout ça, c'est quand même de s'interroger sur est-ce qu'on est bien d'accord que ces choses disparaissent, oui ou non. Est-ce qu'on est bien d'accord de voir disparaître voilà, on parlait du cash tout à l'heure. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on veut tous ensemble collectivement un monde où on ne peut payer qu'en carte bleue, où on accroche des QR codes au cou des sans-abri et où des gens, je parle de la lettre, hein, où des gens qui sortent d'Harvard inventent des applications qui permettent de commander du cash et de le recevoir par la poste, alors que il suffirait d'y avoir un distributeur qu'il y ait un distributeur dans le village. Enfin bref, Ouais. tout ça, c'est un peu c'est un peu la seule contrainte qu'on demande, c'est ce côté, ouais, que ça veuille dire quelque chose, quoi. La disparition je sais pas, de la maison de mon enfance, ça peut marcher si c'est pas juste quelque chose de nostalgique. On publie une lettre, là, la prochaine lettre qu'on publie, c'est la disparition du terrain de football de Montcabrier, qui est un village juste au sud de Toulouse. Ce terrain de foot va être rasé pour faire passer l'autoroute Toulouse-Castres. Donc, en partant de la disparition de ce terrain de foot qui touche personnellement le journaliste parce que c'est le terrain de foot où il a joué au foot toute sa jeunesse et où il a habité, enfin le village où il a habité toute sa jeunesse, on traite quand même d'un sujet qui est très important, c'est-à-dire l'artificialisation des sols, cette autoroute qui est une aberration totale et vraiment une sorte d'infrastructure écocidaire terrible. Donc voilà, on part parfois de ce cas un petit peu particulier personnel pour essayer de réfléchir un petit peu plus loin, quoi. Et tu vois, en t'écoutant, est-ce qu'il y a pas un piège ou un danger de tomber dans une forme de mélancolie éternelle? C'était mieux avant, on regrette. Alors je vois bien qu'il y a des petits trucs pour que ce soit un peu plus large que juste ce qui touche le journaliste, son terrain de foot. Mais est-ce que vous sentez ce danger-là d'être tout le temps dans la mélancolie? Ouais, ouais. C'est le principal écueil contre lequel on se bat. C'est-à-dire que si c'est pour faire du c'était mieux avant, déjà, cette phrase, on l'aime pas du tout. Enfin, c'est absolument un truc qui veut rien dire pour nous. Donc, on lutte contre ça et on lutte contre ça comment? Contre cette mélancolie ou même, on pourrait dire, enfin, il y a des sujets, on pourrait se dire, waouh, c'est quand même hyper lourd comme thématique. On lutte contre ça parce que on raconte dans nos lettres des gens qui sont debout, des gens qui bataillent, des gens qui œuvrent contre ou pour voir advenir cette disparition. On raconte aussi beaucoup d'espoir et de raisons d'espérer, de raisons de se battre. On raconte aussi à travers les choses plus personnelles, des voix qui sont je parle dans la narration, des voix qui sont plus originales, plus singulières, plus douces, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette forme-là de l'épistolaire n'est pas qu'un prétexte purement commercial ou purement économique. C'est-à-dire qu'on demande à ce que nos auteurs, nos autrices écrivent leurs lettres comme si c'était une lettre. C'est-à-dire que la lettre est écrite à la première personne du singulier, on dit je, on tutoie le lecteur, et donc on met nécessairement de soi. On raconte ses doutes, on raconte ses échecs, parfois c'est drôle. Par exemple, on pense à la première lettre qu'on a publiée, qui est une lettre de Quentin Muller qui raconte la disparition de l'arbre dragon sur l'île de Socotra au large du Yémen. Et en fait, cette île l'obsède depuis des années. Il essaye d'y aller. Et il nous raconte tous ses échecs. La fois où où c'était son anniversaire la veille, et il s'est mis une pluie terrible et il s'est pas réveillé. La fois où en fait il a pris un bateau, il y avait des pirates, ils ont dû faire demi-tour. Dans nos lettres, il y a tout ça qui se mélange, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir une sorte de mélancolie, mais il y a aussi de la joie, de la drôlerie. Il y a aussi des gens qui luttent, des gens qui sont debout.
des gens qui œuvrent, et donc on pense que ça compense parfois un excès de mélancolie. Il n'y a pas tant que ça. Après, nous, on ne croit pas au journalisme de bonnes nouvelles, quoi. Pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas trop ce qu'on aime faire. Nous, on pense que notre rôle dans tout ça est, voilà, d'interroger ces notions-là de façon à la fois profonde et légère quand on peut. Ouais, écoute, très clair. Ouais, sur le journaliste de bonnes nouvelles, non, t'as raison. Il y a c'est moins intéressant. Après, c'est de l'impact, et je pense que vous pouvez avoir de l'impact par ce prisme-là, en tout cas de la disparition, qui est un bon point de départ pour parler de sujets beaucoup plus globaux, effectivement, que c'est juste pas une lettre qui dit ouais, mon train est en retard. Je regrette la disparition des trains qui étaient à l'heure. Effectivement, mais c'était voilà, c'est bien de dire effectivement qu'il y a cet écueil et que vous devez être en permanence un peu vigilante sur à quoi sert au final la lettre, qu'est-ce qu'elle soulève comme propos. On l'a dit, on le sent bien, la disparition, c'est un média littéraire et culturel, lui-même genre de média en voie de disparition. Il y en a pas tant que ça. Comment est-ce que tu vois le genre en France aujourd'hui, et comment vous inscrivez un peu dans ce mouvement-là, si tant est que vous vous inscrivez dans ce mouvement? Je pense que ce mouvement est même pas en voie de disparition. Je pense il est pas tellement apparu en France finalement, euh, malheureusement. Il y a eu évidemment plein de tentatives et plein de choses très très belles qui se sont faites, mais qui sont toujours restées un petit peu à la marge, en tout cas, qui ont jamais percé dans une presse plus mainstream. Voilà, c'est un genre qui est très très américain. À l'origine, le nouveau journalisme, etc. Je pense à Guy Talissi ou Tom Wolfe qui ont lancé un petit peu, qui sont des fers de lance de ce journalisme-là. C'est un truc qu'on adore lire et qu'on aime depuis très longtemps. Et alors, on a été bercé en France. Il y avait un magazine qui s'appelait Le Tigre, qui ont fait ce long journalisme littéraire hyper beau, bien avant d'autres médias. Et donc, voilà, ça, par exemple, Le Tigre, ça a carrément été une source d'inspiration profonde. D'ailleurs, Raphaël Mels, un des cofondateurs du Tigre, nous a un petit peu conseillé au début. On est allé le voir, on est allé le trouver, et on lui a demandé un petit peu son aide. Et il nous a donné des pistes de réflexion. Il continue d'ailleurs à le faire, et c'est assez précieux pour nous. D'accord. Est-ce que ça s'est arrêté en 2014 aussi? Ça Ouais, s'est arrêté en ouais, 2014, hein, le Tigre. Hein, c'est assez. c'est ça. Alors après, Raphaël, avant, donc moi ça je l'ai pas du tout connu pour le coup, mais il faisait un autre magazine qui s'appelait Air de réel, et qui était un truc assez barre, je crois, avec les lettres de la famille. Mais je l'ai jamais vraiment eu entre les mains, mais c'est lui qui nous le racontait. Et c'était un truc très littéraire également. Mais il y a d'autres médias. Hein. Je pense à Jeff Clack qui fait des trucs super aujourd'hui. Voilà, il y a 21 évidemment nous, qui nous a bercé quand on était à l'école du journalisme et avant. Oui, plus contemporain, Voilà, effectivement. qui a pris un peu la suite de tout ça. Mais tout ça est resté, à part 21 qui a réussi à créer quelque chose d'assez important, tous ces autres magazines sont restés des trucs un peu à part, quoi. Ah si, il y a peut-être un autre truc alors pour le coup, c'est Annabelle qui adore ça. Et moi, je connais un peu moins, mais c'est Actuel qui était vraiment ce journal qui était un peu barré, assez fou. On a une sorte d'anthologie d'actuel où ils faisaient des trucs complètement dingues, sans aucune limite. Donc voilà, c'est des modèles, mais la réalité, c'est que je pense que ce courant-là est pas très répandu en France parce que principalement, on n'a pas donné l'habitude aux journalistes de pouvoir écrire comme ça, de pouvoir écrire à la première personne, de pouvoir écrire de façon plus littéraire, plus longue. Enfin voilà, c'est un papier qui fait 50 000 signes aujourd'hui, que ce soit dans une revue papier classique, c'est difficile. Ouais, c'est très réussi. Donc c'est pas un genre qui pour toi, voilà, fonctionne bien en France. Mais bon, en tout cas, vous êtes là, vous êtes dans tu revendiques cette filiation un peu de cette revue le Tigre, et je vous souhaite un succès à la 21. Mais merci, ce serait chouette. Ce serait plutôt chouette, exactement. 21 a aussi réussi parce qu'ils ont une audience, une communauté qui les soutient, qui est assez forte. J'aimerais voilà, que tu nous parles un petit peu, je sais pas si tu connais un petit peu les audiences, est-ce qu'il y a un lien particulier avec les audiences de la disparition? J'ai cette formule-là, qu'un média épistolaire, c'est un peu le podcast du papier, dans le sens où c'est
c'est un peu plus incarné, tu l'as dit, c'est le jeu, etc. Donc on a l'impression, voilà, de pouvoir un peu, peut-être pas s'identifier, mais c'est en tout cas incarné. Est-ce que vous avez des retours des lecteurs? Est-ce que vous avez une communauté un peu qui se bâtit? Quelle place vous leur donnez un peu dans ce projet? Je pense qu'on a on a une communauté, ou en tout cas une relation avec notre lectorat qui est assez forte. On reçoit des lettres, on reçoit aussi des mails nombreux, parfois juste pour nous dire que la dernière lettre était chouette. Des trucs aussi simples que ça, mais aussi parfois des lettres très émouvantes qui nous racontent des choses beaucoup plus personnelles la lecture de nos lettres qui aurait résonné avec quelque chose de plus intime chez les gens. Alors, on a reçu beaucoup de lettres quand on s'est lancé. Aujourd'hui, on en reçoit toujours un peu moins, mais on en reçoit toujours régulièrement, c'est-à-dire, je pense, au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine, on reçoit quand même du courrier. Donc, c'est amusant, on essaye de répondre quand on peut. J'avoue qu'on n'a pas trop le temps, donc c'est un peu compliqué de répondre. On répond plus aux mails, malheureusement, et c'est un peu le truc un peu bête, c'est-à-dire qu'on propose un truc épistolaire, mais c'est évidemment, ça prend beaucoup de temps, et on le fait quand on peut, ou quand on a un peu plus de temps, on essaie de répondre plus globalement aux gens. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça permet cette chose-là assez intime. Et on a reçu des lettres, très belles, notamment, je pense à quelque chose dont ça fait un peu notre ancienne stagiaire Laurie qui a écrit la lettre sur l'avortement. On a envoyé la lettre à Annie Ernaux qui nous a répondu par lettre. Donc ça, c'était une lettre qui faisait plaisir à recevoir Tu m'étonnes. et qui a beaucoup touché évidemment l'autrice de la lettre, Laurie. Donc voilà, c'est sûr que cet objet-là et cette chose-là permet ce lien, quoi. On a envie de se raconter, on a envie de prendre la plume et de nous écrire, et ça, on trouve ça super. Ouais, ça c'est chouette effectivement. Et puis voilà. Après, il faut voilà que les gens puissent prendre leur plus belle plume. C'est parfois plus facile par mail. Ça me permet de faire une transition sur. Tu l'avais évoqué. Vous êtes aussi les parents quelque part d'une newsletter. Euh, pourquoi est-ce que vous avez lancé ça? Est-ce que c'était obligatoire en 2022 lorsque vous êtes lancé d'avoir un ancrage numérique? Alors, la newsletter, on voulait pas en faire du tout. Nous, on s'était dit non, non, on sera que papier. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est en discutant de nombreuses heures avec Marine Doux du studio Médiane qu'on nous a convaincus de faire cette newsletter. Alors, au départ, c'était vous connaissez personne, personne vous connaît non plus. Vous allez lancer un truc, comment vous allez en faire parler? On se rendait pas compte finalement de la difficulté à communiquer et à pouvoir faire connaître notre idée sans avoir déjà agrégé une petite communauté de lecteurs ou de lecteurs. Et donc au départ, on s'est dit bon, on va faire cette newsletter dans le but de, pendant 6 mois avant le lancement de nos lettres papier, voilà, de convaincre les gens que cette thématique de la disparition est dans l'actualité, et donc que c'est pas totalement farfelu de créer un média qui s'appelle La Disparition et qui parle de cette thématique-là. Voilà ce qu'on s'est dit. Il fallait trouver une forme qui nous convenait, et donc on s'est arrêté sur le côté d'abord une revue de presse qui traite de quelque chose qui disparaît, dans un thème d'actualité, la disparition de la neige au JO d'hiver en Chine là, qui a eu. Enfin, ça c'est un exemple. Je vous prends parce que il est très parlant, mais il y a eu plein d'autres. On est à la 50e ou 60e newsletter. Donc, et après, on a décidé aussi donc il y avait cette revue de presse, on a décidé d'adjoindre à cette revue de presse des recommandations culturelles. Bon, c'est pas un très beau terme, mais en gros, en plus de la revue de presse, sur la même thématique, on essaye de trouver un film, une BD, un roman, etc. qu'on a lu. Et on en fait un petit papier pour essayer de pousser plus loin et de s'intéresser à des choses qui tournent autour de la disparition. Et ça convertit en termes Ouais, d'abonnement. Tu vois un intérêt aujourd'hui business à avoir cette newsletter? alors l'intérêt a d'abord été immense parce que ça nous a permis de faire une campagne de financement participatif en décembre dernier, enfin pas ce décembre là, décembre 2021,
quand on a lancé nos lettres papier, avec une communauté de lecteurs et lectrices de notre newsletter qui devait être à, je sais pas, 2000 personnes ou un truc comme ça. Donc, en fait, on a eu cette base de gens qui lisaient notre newsletter et étaient aussi intéressés par le papier. Et donc, quand on a lancé la campagne de financement participatif, ça nous a permis d'avoir tout de suite pas mal de gens intéressés, qui a fait un peu un effet boule de neige, mis avec 270% de l'objectif ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais bon, voilà, Une vraie réussite, quoi. on a fait une campagne chouette. Et je pense que c'était grâce à cette newsletter, grâce du coup à l'idée de Marine Dou de créer cette chose-là. Et puis après, on s'est pris au jeu évidemment de la newsletter, qui est un objet éditorial qu'on aime beaucoup finalement parce que on est assez libre là-dedans et c'est assez direct par rapport à notre écriture et à l'actualité qui passe. Et aujourd'hui, ouais, on continue à convertir des gens qui s'abonnent à la newsletter, à les convertir en abonnement payant à nos lettres à pied. Le taux, je pourrais pas dire combien parce qu'au départ c'était plus important qu'aujourd'hui évidemment parce que la base, le taux de croissance de personne n'était abonné au lancement, donc voilà. forcément ça a dû convertir assez vite. Et puis la croissance de notre newsletter est moins importante qu'à notre lancement, c'est-à-dire qu'on gagne toujours des abonnés, mais ça va moins vite évidemment. Donc voilà. Après, on essaye de pas matraquer les gens avec des mails promotionnels, etc. On n'aime pas trop ça. On le fait de temps en temps avec parcimonie. Et on met dans nos newsletters un petit encart si vous souhaitez vous abonner aux lettres papier. Vous pouvez suivre ce lien, quoi. Ouais, c'est proprement, voilà, sans faire arbre de Noël non plus. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais les principaux canaux d'acquisition. Donc là, il y a la newsletter, hein. Si on vous découvre, on s'inscrit à la newsletter, et puis j'imagine que de temps en temps, comme tu le dis, tu dis au fait, abonne-toi, etc. Sinon, vous faites de la pub, vous avez des programmes. Comment est-ce que vous développez cette audience? On fait pas de pub. On a développé cette audience grâce à des articles ou des invitations à la radio, ce genre de choses. Ça, c'est quand on s'est lancé, ça a été assez important. C'est-à-dire qu'on a eu un élément déclencheur, c'était l'invitation sur France Inter, L'instant M. l'instant M, qui nous a fait gagner énormément. Enfin, je sais plus, quelque chose comme 300 ou 400 abonnés. C'était un truc Ah, c'est de énorme. dingue. Ouais, proportionnellement, c'est énorme. Le site a craché. Les gens appelaient le standard de France Inter en disant mais le site ne marche pas, qu'est-ce que c'est? Et nous, on était hyper surpris. Donc il y a un effet Sonia De Villers, quoi. Ça fonctionne. Ouais, Tu passes là, ça change. c'était Eva Rock là qui était sa remplaçante C'était parce que Evaroc. Ouais. c'était la période des fêtes. Mais oui, ça a eu un effet dingue. Après, il y a eu des papiers dans l'AFP, etc., qui ont été repris. Puis on a eu pas mal de papiers un peu partout. Donc ça a pas mal marché. Et ensuite, notre principal canal d'acquisition, c'est finalement les réseaux sociaux. C'est Instagram, Twitter. Alors sur Twitter, on fait des fils sur des essais qu'on lit et qu'on trouve intéressants, qui souvent sont pas mal repris et qui permettent de après faire découvrir le travail de la disparition. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est pas mal évidemment de bouche à oreille. Et sur Instagram, c'est un travail différent. Hein, c'est plus de la photo ou des posts marrants qui nous permettent d'acquérir voilà des nouveaux abonnés. Mais sinon, pas de pub parce que déjà on sait pas faire et ça coûte, je pense, assez cher de le faire bien. Ouais. Donc voilà, c'est pour le moment, on fonctionne comme ça et je dois dire que ça nous va. Mais écoute, c'est le principal quelque part que ça vous aille comme ça et voilà. Si on se projette un petit peu maintenant dans le futur, forcément la question là que je me pose, c'est l'augmentation drastique du coût du papier. Alors je sais pas si vous sur une lettre ça a un impact, mais voilà. Mais je te laisse répondre. C'est quoi pour toi là le futur par rapport au papier? Alors nous, donc déjà comme on a un tirage qui est pas très important, hein, de l'ordre de 800 000, c'est pas énorme compte tenu que nos lettres font maximum 12-14 pages. Donc en fait l'augmentation plus parce que dans la lettre on l'a pas dit non plus, mais il y a la lettre en tant que telle et puis après on ajoute une carte postale qui se charge d'illustrer le récit. Il y a
des mots croisés, il y a une petite carte de visite qui présente l'auteur ou l'autrice, et il y a ce qu'on appelle un nota bene, qui est une sorte d'éditorial où on explique pourquoi on parle de sujet et on donne des pistes de réflexion. Mais tout ça mis ensemble, finalement, même l'augmentation du prix du papier nous touche un peu, évidemment, mais ça reste supportable pour le moment, quoi. On n'est pas aussi impacté que des revues ou des trucs qui font 200 pages. Voilà. Clairement, donc c'est pas donc pour vous ça a pas un énorme impact. J'ai vu que vous étiez en promo puisque vous avez publié un livre aux éditions du Seuil appelé Tout doit disparaître. Est-ce que ça pourrait être un projet de diversification, de développement pour la disparition, la micro-édition? C'est une bonne question. On a l'envie, plus que l'envie, le projet de lancer prochainement, ce serait d'ici 6 mois, voire un an, mais des hors-séries qui seraient pour le coup beaucoup plus comme des carnets de voyage ou des carnets de bord ou des carnets de lettres. On réfléchit encore à cette idée, mais qui traiterait d'une thématique un peu à travers le monde ou dans plein d'endroits différents pour avoir une vision plus globale de la problématique en question. Et là, actuellement, on réfléchit à traiter la problématique de l'eau à travers ce prisme-là. Donc oui, c'est aussi une piste de réflexion. Mais dans l'absolu, on veut pas perdre le côté lettre qui fait aussi notre ADN, ce qui est difficile à rendre dans un livre. Donc là, je crois qu'on a réussi à le faire avec dans notre livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, parce qu'on reprend des lettres publiées et aussi des lettres inédites, c'est à peu près moitié-moitié. Mais on a gardé cet esprit épistolaire aussi dans la maquette du bouquin. Donc voilà, ce serait quelque chose qui nous attire beaucoup, mais sans perdre le côté épistolaire auquel on tient. Ouais, mais c'est vraiment en mode diversification. Je pense que c'est pas mal effectivement, et puis de recueil de lettres, c'est quand même un format qui existe, que les gens peuvent trouver. Donc je trouve ça assez logique et sans abîmer du tout votre format épistolaire. Je voulais aussi je sais pas si vous avez des idées de futurs projets. Donc là, on a parlé de micro-édition, d'édition tout court. C'est quoi vos envies de développement sur la disparition? Oh, alors nos envies de développement, ben, on en a, on a évidemment ce projet de hors-série. Euh, on a l'idée de continuer ce qu'on fait. Et puis après, on a plein d'idées et puis peut-être trop d'idées en même temps. C'est-à-dire que on aimerait aussi lancer à partir de septembre prochain, une sorte de ciné-club. Alors là où on habite à Marseille, mais une sorte de ciné-club qui projetterait des films qui tourneraient autour de cette idée de disparition, avec des rencontres avec les réalisateurs, les réalisatrices. On a plein d'idées comme ça, aussi pourquoi pas de documentaires, mais pour le moment tout est un peu au stade d'ébauche parce qu'on se concentre sur l'année là qui la sorte la deuxième année de la disparition des lettres papier de la disparition, qu'on veut être une année assez forte pour voilà, ancrer ce média et lui donner une légitimité à la fois éditoriale, à la fois journalistique, et puis un petit succès pas populaire, mais parce que populaire ça fait beaucoup de monde, mais voilà, au moins un petit succès, un petit succès qui permette d'assurer sa survie économique. Et son développement. Donc un développement bon père de famille en tout cas, mais bien stabiliser la base qui vous permet un peu de vous projeter sans vous disperser non plus trop vite. C'est ça. Très clair, top. On arrive au bout de cet épisode, François. Petit gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager qui t'a marqué récemment, qui a peut-être aucun rapport avec la disparition ou les médias, ce que tu veux. Truc cool à partager. Ouais, il y a pas mal de trucs cool à partager. Là, récemment, le média, pour rester dans la thématique des médias CQFD, qui est un média qu'on aime beaucoup et qui est un média un peu copain de la disparition. Ouais. En fait, c'est 20 ans. Ils ont à l'occasion publié un numéro spécial
qui est enrichi. Alors je sais plus combien de pages il y a, mais c'est enrichi par rapport au numéro habituel, et qui raconte aussi toute l'histoire de ce magazine qui est franchement pas comme les autres. Il y a notamment un papier super d'Emilien Bernard qui a aussi écrit dans La Disparition, qui raconte un petit peu la ligne éditoriale et comment est foutue cette rédaction et voilà, et ce qui mène comme piste éditoriale. C'est assez passionnant. Donc ça, ce serait un chouette truc à aller explorer. Ouais, je mettrai le lien CQFD, pareil dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse découvrir ça. Pour ma part, je reste aussi dans les médias. J'ai découvert une app qui s'appelle Boring, qui est en fait une app qui utilise l'IA, qui est un peu ma marotte en ce moment. J'invite je crois dans chaque épisode les gens à essayer, mais je pense vraiment que c'est important dans les médias l'utilisation de l'IA. En l'occurrence, Boring, alors le nom est pas dingue, mais il revendique, c'est il transforme les articles de presse pour transformer les titres notamment et enlever tout ce qui est sensationnalisme. On le sait, c'est des choses en fait que font beaucoup les médias. C'est peut-être un peu l'anti-BuzzFeed, on va dire. Et donc c'est assez rigolo. C'est fait par l'IA et il te donne toutes les news avec les sites d'origine, mais en enlevant ça pour être juste sur les faits. Je trouvais ça assez rigolo, le principe. C'était un petit peu sur l'IA. Voilà, ça s'appelle Boring, c'est une app, vous pouvez la télécharger. Alors ça ne prend pas grand-chose, mais je crois que c'était un joli petit clin d'œil un peu à un travers parfois quand les journalistes mettent trop de sensationnalisme dans leurs titres pour faire de l'audience. Je pense que vous êtes assez loin de ce modèle-là, vous, chez La Disparition. Ah ben notre modèle c'est La Disparition 2, donc voilà, donc la disparition des arbres, la disparition d'une tour, donc au moins c'est vite vu. Exactement. Je mettrai pareil le lien dans les notes. François, merci pour ton temps. Bravo pour ce projet La Disparition. Je vous invite toutes et tous à aller sur le site, acheter une lettre peut-être ou vous abonner. Il y a une offre de promotion pour tester ça et puis revenir un peu à ce mode de lecture des lettres qu'on reçoit. C'est très chouette, c'est très bien exécuté, une très belle DA. Voilà, donc merci François. Ben, merci à toi, merci Je t'en prie, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.